Le 23 septembre 1978, une célébration de mariage dans une propriété somptueuse de Reims devait être le début d'une vie de bonheur. Mais ce soir-là, au milieu des rires et du champagne, une jeune femme de 19 ans s'est volatilisée sans laisser la moindre trace. Élise Beaumont, demoiselle d'honneur rayonnante dans sa robe rose pâle, a disparu entre les roses du jardin et les lumières de la fête. Pendant 25 longues années, sa famille a cherché des réponses. Puis, en 2003, lors de la rénovation d'une vieille cave dans les environs de Reims, des ouvriers ont fait une découverte qui a glacé le sang de toute la région. Mais ce n'était que le début, car au même moment, une photographie oubliée refaisait surface dans le grenier de la famille du marié, une simple image parmi des centaines d'autres capturées par hasard durant cette soirée maudite. Sur cette photo, dans l'arrière-plan flou, se trouvait un détail que personne n'avait remarqué en 1978. Un détail si troublant qu'il allait réécrire entièrement l'histoire de cette disparition. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là dans le jardin des Garnier? Et pourquoi cette photo a-t-elle mis 25 ans à révéler son terrible secret? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Reims, située dans le département de la Marne, en région Champagne-Ardenne, est une ville au riche patrimoine historique. En 1978, la Cité des Sacres comptait environ 180 000 habitants et conservait son caractère élégant malgré les cicatrices encore visibles de la Seconde Guerre mondiale. Les boulevards larges bordés de platanes, les caves de champagne creusées dans la craie et les imposantes demeures du XIXe siècle dans le quartier de la Courlancy donnaient à la ville une atmosphère à la fois prospère et nostalgique. C'est dans ce quartier résidentiel prisé, avenue Jean Jaurès, que vivait la famille Garnier depuis 3 générations. Les Garnier possédaient une maison de maître avec un vaste jardin ceint de murs, typique de ces propriétés bourgeoises rémoises. Antoine Garnier, 27 ans, était le fils unique d'Édouard et Geneviève Garnier. Son père dirigeait une entreprise de négoce de champagne qui collaborait avec plusieurs grandes maisons de la région. La famille jouissait d'une réputation irréprochable dans les cercles d'affaires rémois. Margot Lefebvre avait grandi dans un milieu plus modeste, dans le quartier de Croix-Rouge. Son père était contremaître dans une usine textile de la périphérie, sa mère secrétaire à la mairie. Mais Margot avait obtenu son baccalauréat avec mention et travaillait comme assistante dans une agence immobilière du centre-ville. C'est là qu'elle avait rencontré Antoine, venu évaluer un bien commercial pour son père. Leur histoire d'amour, commencée en 1975, avait été d'abord accueillie avec une certaine réserve par Geneviève Garnier, qui espérait secrètement une alliance avec une famille de la bourgeoisie locale. Mais Antoine s'était montré déterminé, et Margot, avec son intelligence vive et ses manières délicates, avait progressivement conquis sa future belle famille. Élise Beaumont était la meilleure amie de Margot depuis l'école primaire. Elle s'était connue à l'âge de 7 ans et avait été inséparables tout au long de leur enfance et adolescence. Élise habitait rue de Vesle avec ses parents et son frère aîné, Laurent. Son père, Henri Beaumont, était chef d'atelier dans une imprimerie de la rue de Cernay. Sa mère, Simone, travaillait à mi-temps comme vendeuse dans une mercerie du centre. C'était une famille unie, modeste mais digne, où l'éducation des enfants était primordiale. Élise venait de terminer sa première année à l'université de Reims en lettres modernes. Brillante étudiante, elle nourrissait le rêve de devenir éditrice. Durant l'été 1978, elle avait postulé pour un stage de 3 mois dans une petite maison d'édition parisienne et avait reçu une réponse positive début septembre. Le stage devait commencer le 1er octobre. C'était une opportunité extraordinaire pour une jeune femme de son milieu. Ses parents, bien que inquiets à l'idée de la voir partir vivre seule à Paris, étaient immensément fiers d'elle. Physiquement, Élise était une jeune femme gracieuse, aux cheveux châtains coupés au carré selon la mode de l'époque, avec une frange qui encadrait son visage ovale.
Elle avait des yeux verts expressifs et un sourire contagieux. Sa personnalité enjouée et son enthousiasme naturel faisaient d'elle une présence appréciée dans tous les cercles qu'elle fréquentait. Elle adorait la littérature, passait des heures à la bibliothèque municipale et rêvait d'écrire son propre roman un jour. Laurent, son frère, avait 24 ans en 1978. Mécanicien dans un garage de la rue de Bétheny, il était protecteur envers sa petite sœur. Grand et robuste, avec les mêmes yeux verts qu'Élise, il incarnait une certaine rudesse masculine, tempérée par une sensibilité qu'il cachait soigneusement. Il avait accepté à contre-cœur l'idée qu'Élise parte pour Paris, mais comprenait que c'était son rêve. Le mariage de Margot et Antoine était prévu pour le 23 septembre, un samedi. La cérémonie religieuse aurait lieu à 14 heures à la cathédrale Notre-Dame de Reims, suivie d'une réception dans le jardin de la propriété des Garnier. 150 invités étaient attendus. Geneviève Garnier avait orchestré les préparatifs avec une précision militaire, engageant un traiteur réputé, un orchestre de jazz et Philippe Deschamps, un photographe professionnel qui travaillait régulièrement pour les familles aisées de Reims. Le samedi 23 septembre 1978 s'est levé sous un ciel voilé mais sec, une journée typique de début d'automne en Champagne. La température oscillait autour de 15 degrés, l'air portait cette odeur caractéristique de feuilles humides et de terre fraîche. Élise s'était réveillée à 7 heures du matin dans l'appartement familial, rue de Vesle. Sa mère l'avait entendue fredonner dans la salle de bain, un signe de sa bonne humeur habituelle. À 8h30, elle avait pris son petit déjeuner avec ses parents, excitée à l'idée de la journée qui l'attendait. Elle leur avait parlé une fois de plus de son futur stage à Paris, des manuscrits qu'elle espérait lire, des auteurs qu'elle rêvait de rencontrer. Son père, Henri, avait souri en la voyant si enthousiaste, même s'il savait qu'il aurait du mal à accepter son départ. À 9h45, Élise était arrivée chez Margot, dans le petit appartement que la future mariée occupait encore rue de l'Université avant d'emménager avec Antoine. Elle avait aidé son amie à se préparer, écoutant ses dernières anxiétés de jeune mariée. Les deux amies avaient ri ensemble, pleuré un peu aussi, conscientes que ce jour marquait un tournant dans leur vie. La cérémonie à la cathédrale s'était déroulée sans accroc. Philippe Deschamps avait capturé chaque moment avec son Nikon professionnel, prenant des dizaines de clichés de la mariée radieuse dans sa robe blanche brodée de perles, du marié élégant dans son costume sombre et d'Élise dans sa robe rose pâle à manches courtes, tenant le bouquet de la mariée avec grâce. Sur les photos prises à l'intérieur de la cathédrale, on pouvait voir Élise sourire largement, ses cheveux parfaitement coiffés, un léger maquillage qui mettait en valeur ses yeux verts. La réception avait commencé vers 16 heures dans le jardin des Garnier. Les tables rondes étaient disposées sur la pelouse impeccablement tondue, décorée de centres de fleurs blanches et roses. Un chapeau blanc avait été installé près de la maison au cas où la pluie viendrait. L'orchestre jouait du jazz doux pendant que les invités prenaient place. Le champagne coulait à flots, les conversations s'animaient et l'atmosphère était à la fête. Élise était particulièrement rayonnante ce soir-là. Plusieurs invités se souviendraient d'elle circulant entre les tables, riant aux éclats, dansant avec différents jeunes hommes. Vers 19h, elle avait été photographiée en train de porter un toast avec les parents de la mariée. À 20h15, on l'avait vue près du buffet, en conversation animée avec un cousin d'Antoine. À 21h, elle dansait un slow avec un ami d'enfance de Margot. Le crépuscule était tombé progressivement sur le jardin. Les lampions accrochés aux arbres avaient été allumés vers 21h30, créant une ambiance romantique et feutrée. La température avait chuté et plusieurs invités étaient retournés chercher leur châle ou veste à l'intérieur de la maison. C'est à 22h30 précisément, selon plusieurs témoignages concordants, qu'Élise a été vue pour la dernière fois. Elle se trouvait près de la roseraie au fond du jardin, une zone légèrement à l'écart de la fête principale, où quelques invités venaient fumer ou prendre l'air. Madame Colette Arnaud, une voisine des Garnier âgée de 52 ans, se souvenait distinctement d'avoir vu Élise discuter avec quelqu'un,
mais l'obscurité et la distance l'empêchaient d'identifier clairement l'autre personne. Elle avait simplement remarqué qu'Élise semblait engagée dans une conversation sérieuse, ses gestes moins animés que d'habitude. Un autre témoin, Julien Mercier, un collègue d'Antoine, avait également aperçu Élise dans cette zone vers la même heure. Il était sorti fumer une cigarette et l'avait entrevue de profil, mais n'avait pas pu voir avec qui elle parlait. Ce qui l'avait marqué, c'était l'expression de son visage, qu'il avait décrite plus tard comme concentrée, presque préoccupée. À 23h15, Margot avait cherché Élise pour la traditionnelle danse entre la mariée et sa demoiselle d'honneur. Elle ne l'avait trouvée nulle part. Pensant qu'elle était peut-être retournée à l'intérieur, Margot avait demandé à plusieurs personnes si elles avaient vu son amie. Personne ne l'avait vue depuis une vingtaine de minutes. À 23h40, l'inquiétude commençait à se faire sentir. Laurent, qui était présent à la réception, avait commencé à chercher sa sœur de manière plus systématique. Il avait vérifié toutes les pièces de la maison des Garnier, le jardin, même les voitures stationnées dans l'allée. Rien. C'est à ce moment-là qu'on avait découvert le sac à main d'Élise, posé sur une chaise près de la piste de danse, et son châle beige accroché au dossier. Son petit porte-monnaie était à l'intérieur, ainsi que son rouge à lèvres et sa carte d'identité. Tout indiquait qu'elle avait l'intention de revenir. À minuit 15, Henri Beaumont avait été contacté. Il était arrivé à la propriété des Garnier 20 minutes plus tard avec son épouse. La fête s'était arrêtée brutalement. Les derniers invités étaient partis dans une atmosphère pesante. Antoine avait appelé la police à 0h50. Les gendarmes de la brigade de Reims étaient arrivés vers 1h20 du matin. L'inspecteur Vincent Marchand, 43 ans, expérimenté et méthodique, avait pris les choses en main. Les premières constatations étaient troublantes. Aucun signe de lutte, aucun témoin n'avait entendu de cris ou vu quoi que ce soit de suspect, et pourtant une jeune femme avait disparu d'un jardin entouré de murs, en pleine réception de mariage, devant 150 personnes. Les recherches immédiates avaient été lancées. Des patrouilles avaient sillonné les rues avoisinantes toute la nuit. Les pompiers avaient été mobilisés dès l'aube pour fouiller les parcs et espaces verts autour du quartier de la Courlancy. On avait interrogé tous les invités présents, tous les voisins, tous les commerçants des rues adjacentes. Personne n'avait rien vu, rien entendu d'inhabituel. Philippe Deschamps, le photographe, avait remis tous ses négatifs à la police. On les avait examinés minutieusement, cherchant n'importe quel indice dans le fond des images, n'importe quel visage suspect, n'importe quel détail qui aurait pu échapper aux témoins. Les photos montraient Élise, heureuse, insouciante, vivant pleinement cette soirée de fête. La dernière photo datée où elle apparaissait avait été prise à 21h53, selon les notes du photographe. On la voyait de 3/4, un verre de champagne à la main, parlant avec deux autres jeunes femmes près du buffet. Les semaines qui suivirent le 23 septembre 1978 furent un cauchemar éveillé pour la famille Beaumont. Henri avait pris un congé sans solde de l'imprimerie pour participer aux recherches. Simone, anéantie, alternait entre crises de larmes et périodes d'absence mentale, où elle fixait le vide pendant des heures. Laurent avait quitté son emploi au garage pour se consacrer entièrement à la recherche de sa sœur. Des avis de recherche avaient été placardés dans tout Reims et les communes environnantes. La photo d'Élise, celle prise lors de son inscription universitaire en octobre 1977, où elle souriait avec candeur, avait été reproduite sur des milliers d'affiches. La presse locale, l'Union et le Courrier Picard avaient publié plusieurs articles. L'affaire avait même été mentionnée brièvement au journal télévisé régional de FR3 début octobre. L'inspecteur Marchand menait son enquête avec rigueur, mais se heurtait à un mur d'incompréhension. Comment une jeune femme pouvait-elle disparaître sans laisser de traces dans ces circonstances? Il avait exploré toutes les pistes conventionnelles. Fugue, enlèvement, accident. Aucune ne tenait vraiment. La piste de la fugue avait été rapidement écartée. Élise n'avait aucune raison de fuir. Elle était heureuse, enthousiaste pour son avenir, proche de sa famille. Son stage à Paris l'attendait.
Tout son argent était resté dans son sac. De plus, aucun témoin ne l'avait vu quitter la propriété par le portail principal, et les murs de 2,50 m de hauteur rendaient une escalade difficile, surtout dans une robe de soirée et des chaussures à talons. L'hypothèse de l'enlèvement semblait plus plausible, mais là encore, les détails ne collaient pas. Aucune demande de rançon n'était jamais parvenue. Aucun véhicule suspect n'avait été signalé dans le quartier. Comment un ravisseur aurait-il pu emmener Élise sans que personne ne remarque quoi que ce soit? Les interrogatoires avaient été exhaustifs. Tous les invités masculins du mariage avaient été questionnés sur leurs allées et venues. Les employés du traiteur, les musiciens de l'orchestre, même Philippe Deschamps, le photographe, avaient dû fournir des alibis détaillés. Rien de suspect n'avait émergé. Un élément avait particulièrement intrigué Marchand. Plusieurs témoins avaient mentionné qu'Élise semblait différente en fin de soirée. Pas triste ni effrayée, mais pensive, préoccupée, comme si quelque chose pesait sur son esprit. Madame Arnaud, qui l'avait vue près de la roseraie, avait insisté sur ce point lors de son second interrogatoire. Elle n'avait plus ce sourire radieux qu'elle affichait depuis le début de la journée, avait-elle dit. Mais personne ne savait ce qui aurait pu causer ce changement d'humeur. Pour Margot et Antoine, les premiers mois de leur mariage furent empoisonnés par la culpabilité et l'angoisse. Leur nuit de noces s'était transformée en interrogatoire policier. Leur lune de miel en Italie avait été annulée. Margot se reprochait d'avoir été trop absorbée par sa propre célébration pour remarquer que son ami avait besoin d'aide. Antoine, lui, se sentait responsable d'avoir organisé la réception dans un lieu d'où Élise avait mystérieusement disparu. Les relations entre les deux familles, qui auraient dû être renforcées par cette union, restèrent tendues pendant des années. Henri Beaumont ne pouvait s'empêcher de penser que si le mariage avait eu lieu ailleurs, sa fille serait peut-être encore là. Il ne l'avait jamais dit ouvertement, mais le poids de ce sentiment non exprimé créait un malaise palpable lors des rares rencontres familiales. L'année 1979 passa dans une attente douloureuse. Chaque appel téléphonique faisait bondir Simone Beaumont. Chaque jeune femme aux cheveux châtains aperçue dans la rue faisait accélérer le cœur d'Henri. Laurent passait ses soirées à parcourir les rues de Reims, scrutant les visages, interrogeant les sans-abri, visitant les hôpitaux et les foyers. Son obsession de retrouver Élise consumait sa vie. Il avait perdu du poids, ses traits s'étaient durcis, et ses amis s'éloignaient progressivement, ne sachant plus comment l'aider. En 1980, l'inspecteur Marchand avait pris sa retraite. Le dossier Élise Beaumont était passé à un autre enquêteur, puis à un autre. Chaque nouveau responsable le revisitait avec un regard frais, mais arrivait toujours aux mêmes conclusions frustrantes. Il manquait l'élément crucial qui permettrait de comprendre ce qui s'était passé. La maison d'édition parisienne, qui devait accueillir Élise pour son stage, avait envoyé une lettre de condoléances à la famille en novembre 1978. Cette lettre, que Simone conservait dans une boîte avec les affaires de sa fille, était l'un des rappels les plus douloureux de tout ce qu'Élise ne vivrait jamais. En 1982, Margot donna naissance à une fille qu'elle prénomma Cécile. La petite apportait un peu de lumière dans la tristesse ambiante, mais Margot ne pouvait s'empêcher de penser qu'Élise aurait été la marraine parfaite. Chaque anniversaire de Cécile, chaque étape importante de sa vie était teintée de l'absence d'Élise. Les années 80 virent Reims se transformer. La ville se modernisait, de nouveaux quartiers surgissaient en périphérie. Le tramway disparaissait au profit des bus. Mais dans certaines familles, le temps s'était arrêté au 23 septembre 1978. Henri Beaumont était retourné travailler à l'imprimerie, mais n'était plus le même homme. Ses collègues le décrivaient comme un fantôme, accomplissant mécaniquement ses tâches. Simone avait dû être hospitalisée à 2 reprises pour dépression nerveuse. Laurent, qui avait fini par reprendre un emploi de mécanicien dans un autre garage, refusait obstinément de ranger la chambre d'Élise. Tout était resté exactement comme elle l'avait laissé ce matin du 23 septembre. Ses livres sur l'étagère, ses vêtements dans l'armoire, son lit fait avec soin.
Périodiquement, des théories ressurgissaient. En 1986, un inspecteur nouvellement affecté à l'affaire avait émis l'hypothèse qu'Élise aurait pu avoir une liaison secrète et s'être enfuie avec un amant. Cette suggestion avait profondément blessé la famille, qui la considérait comme une insulte à la mémoire de la jeune femme. Laurent avait failli en venir aux mains avec le policier. En 1989, un témoignage anonyme prétendait avoir vu une femme ressemblant à Élise dans une commune près de Châlons-en-Champagne. Des recherches avaient été menées, créant un bref moment d'espoir, vite anéanti quand il s'était avéré qu'il s'agissait d'une totale erreur d'identité. Margot et Antoine s'étaient installés dans une autre maison de Reims, ne supportant plus de vivre dans la propriété familiale où avait eu lieu le drame. Geneviève Garnier, la mère d'Antoine, y demeurait seule depuis le décès de son mari en 1987. La grande maison semblait hantée par les souvenirs de cette nuit terrible. Les années 90 arrivèrent. Cécile Garnier grandissait, brillante élève au lycée Clemenceau. Elle savait qu'une amie de sa mère avait disparu le jour du mariage de ses parents, mais les détails lui étaient épargnés. Ce n'était qu'en devenant adolescente qu'elle commença à poser des questions plus précises. Pour le 15e anniversaire de la disparition en 1993, Laurent avait organisé une petite cérémonie commémorative dans un square de Reims. Une dizaine de personnes s'étaient rassemblées. La famille, quelques anciens amis d'Élise, Margot et Antoine. Le silence pesant de cette réunion en disait plus long que tous les discours sur le poids que portaient encore ces personnes. Le monde continuait de tourner, mais certaines familles restaient figées dans un drame inachevé, condamnées à vivre avec des questions sans réponse. Et puis, au début de l'année 2003, 25 ans presque jour pour jour après la disparition, deux événements simultanés allaient enfin apporter un éclairage terrible sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Le printemps 2003 était précoce à Reims. Dès la mi-mars, les températures avaient grimpé, faisant fleurir les magnolias et les forsythias avec plusieurs semaines d'avance. C'est dans ce contexte que la société de construction Bâtiments Modernes Rémois avait entamé la rénovation d'une vieille propriété abandonnée sur la route de Cormontreuil, à environ 8 km du centre de Reims. La bâtisse datait de la fin du XIXe siècle et était restée inoccupée depuis les années 70. Elle avait appartenu à un vieil homme décédé sans héritier direct et après des années de procédures juridiques complexes, avait finalement été rachetée par un promoteur immobilier qui souhaitait la transformer en résidence de standing. Le contremaître du chantier, Didier Fontaine, un homme de 52 ans au visage buriné par des années de travail en extérieur, supervisait les travaux depuis début mars. Le jeudi 27 mars 2003, son équipe s'attaquait aux caves de la propriété, qui devaient être assainies et consolidées. Vers 11 heures du matin, l'un des ouvriers, Karim Amrani, 29 ans, utilisait une pioche pour démolir un vieux mur de briques dans la partie la plus profonde de la cave. Cette section, particulièrement humide et envahie par les moisissures, dégageait une odeur âcre qui obligeait les hommes à porter des masques. Les briques, rongées par le temps, cédaient facilement sous les coups répétés. C'est après avoir enlevé une dizaine de rangées de briques qu'Amrani remarqua quelque chose d'inhabituel derrière le mur. Une cavité. Pensant d'abord à une simple alcôve de rangement oubliée, il continua à élargir l'ouverture. Puis sa pioche heurta quelque chose de différent. Pas de la pierre, pas du bois, quelque chose qui produisit un son mat et creux. Il appela Fontaine. Les deux hommes éclairèrent l'intérieur de la cavité avec des lampes torches. Ce qu'ils virent les figea sur place. Dans l'espace confiné, recouvert de poussière et de toiles d'araignée, se trouvaient des ossements humains. Un crâne parfaitement visible reposait sur ce qui semblait être des restes de vêtements décomposés. À côté, brillait faiblement dans la lumière des torches un objet métallique, une petite broche en forme de rose. Fontaine ordonna immédiatement l'arrêt du chantier et appela la gendarmerie à 11h23. Les forces de l'ordre arrivèrent rapidement, sécurisèrent la zone et contactèrent l'identité judiciaire de Reims.
À 14 heures, une équipe médico-légale complète était sur place, incluant un médecin légiste, des techniciens de scène de crime et le commissaire Alain Roussel, responsable de la brigade criminelle. Les premières constatations furent glaçantes. Le corps semblait avoir été emmuré vivant ou juste après la mort, dans cette cave. Les ossements suggéraient une jeune femme, d'après leur taille et leur structure. Les lambeaux de tissu étaient d'une couleur rose pâle délavée et près des restes se trouvaient les débris de ce qui avait été des chaussures à talons. La broche en forme de rose, malgré les années, gardait un certain éclat. Le commissaire Roussel, 48 ans, méthodique et expérimenté, fit immédiatement le lien avec un vieux dossier qu'il connaissait bien. Entré dans la police en 1979, il avait entendu parler de l'affaire Élise Beaumont pendant toute sa carrière. Chaque nouvel enquêteur à Reims se voyait confier ce dossier non résolu, comme un rite de passage. La description des restes correspondait. Jeune femme, robe rose, broche en forme de rose qu'Élise portait ce soir-là selon les témoignages. Les analyses ADN seraient nécessaires pour confirmer l'identité, mais Roussel n'avait guère de doute. Le lendemain, vendredi 28 mars, Laurent Beaumont, maintenant âgé de 49 ans, fut contacté pour fournir un échantillon ADN. Quand on lui expliqua pourquoi, il s'effondra. 25 ans qu'il cherchait sa sœur, 25 ans à espérer contre toute logique, et maintenant cette nouvelle atroce. Les résultats ADN prirent une semaine. Le vendredi 4 avril 2003, la confirmation tomba. Les restes découverts dans la cave étaient bien ceux d'Élise Beaumont. La famille fut officiellement informée. Henri Beaumont, 73 ans, fut hospitalisé suite à un malaise vagal. Simone, 72 ans, entra dans un mutisme complet qui dura 3 jours. Mais il y avait plus troublant encore. Les analyses médico-légales révélèrent que les ossements montraient des signes compatibles avec une mort survenue peu de temps après l'emmurement. En d'autres termes, Élise avait probablement été emprisonnée vivante dans cette cave. L'horreur de cette révélation secoua toute la région de Reims. Les médias nationaux s'emparèrent de l'affaire. Cette jeune femme disparue lors d'un mariage dans les années 70, retrouvée emmurée vivante 25 ans plus tard, constituait un fait divers terrible qui captiva l'attention publique. L'enquête prit une nouvelle dimension. Le commissaire Roussel rouvrit officiellement le dossier et constitua une équipe dédiée. La première question était évidente. Qui possédait cette propriété en 1978 ? Les recherches cadastrales et notariales donnèrent rapidement une réponse qui glaça les enquêteurs. En 1978, la propriété appartenait à Édouard Garnier, le père d'Antoine. Il l'avait acquise en 1965 comme investissement locatif. Après quelques années de location à une famille qui était partie en 1975, la maison était restée vide. Édouard avait eu l'intention de la rénover et de la revendre, mais n'avait jamais entrepris les travaux. À sa mort en 1987, la propriété était passée dans la masse successorale, puis avait été vendue aux enchères en 1989, rachetée par un investisseur qui ne l'avait jamais occupée non plus. Cette connexion entre le lieu de la découverte et la famille du marié était explosive. Antoine Garnier fut convoqué pour interrogatoire le 8 avril. L'entretien dura 7 heures. Antoine expliqua qu'il ignorait tout de cette propriété en 1978. Son père gérait plusieurs biens immobiliers à travers la région, et Antoine, alors jeune homme concentré sur son travail dans l'entreprise familiale de négoce de champagne, ne s'impliquait pas dans ces aspects du patrimoine familial. Les enquêteurs vérifièrent minutieusement ses déclarations. Effectivement, les documents notariés et les témoignages confirmaient qu'Antoine n'avait jamais été impliqué dans la gestion de ce bien. De plus, son alibi pour la nuit du 23 au 24 septembre 1978 était inattaquable. Il était resté à la propriété familiale, avenue Jean Jaurès, avec Margot, jusqu'à l'arrivée de la police, puis avait passé le reste de la nuit à participer aux recherches avec les gendarmes. Mais alors, Qui connaissait l'existence de cette cave abandonnée? Qui avait eu accès à la propriété? Et surtout, qui avait emmené Élise là-bas depuis le jardin des Garniers?
C'est à ce moment précis, alors que l'enquête semblait patiner une fois de plus, qu'un second événement se produisit. Un événement qui, par une coïncidence extraordinaire, allait apporter l'élément manquant que tout le monde cherchait depuis 25 ans. Le samedi 12 avril 2003, Cécile Garnier, 21 ans, étudiante en histoire de l'art à l'université de Reims, décida de faire le grand ménage du grenier de la maison de sa grand-mère Geneviève. La vieille dame, 82 ans, était récemment entrée dans une maison de retraite médicalisée après une chute qui avait révélé une santé fragile. La propriété avenue Jean Jaurès allait être mise en vente et il fallait trier des décennies d'accumulation. Cécile avait toujours eu une relation privilégiée avec sa grand-mère. Geneviève lui racontait des histoires de la famille, du Reims d'autrefois, des grandes heures du négoce de champagne, mais il y avait un sujet qu'elle n'abordait jamais vraiment. Le mariage de ses parents et la disparition d'Élise. Cécile savait que sa mère en souffrait encore et respectait ce silence douloureux. Le grenier de la maison Garnier était immense, poussiéreux, encombré de malles, de cartons, de vieux meubles et d'objets oubliés. Cécile avait commencé à trier méthodiquement, créant des piles pour ce qu'il fallait garder, donner ou jeter. Dans un coin, sous une bâche moisie, elle découvrit plusieurs cartons portant l'inscription « Mariage Antoine et Margot, 1978 ». Son cœur se serra. Elle hésita, puis ouvrit le premier carton. À l'intérieur se trouvaient des décorations de table, des nappes brodées, des rubans fanés. Le deuxième carton contenait l'album photo officiel du mariage. Cécile le feuilleta avec émotion. Ses parents, si jeunes, si beaux, si insouciants dans ces images figées d'un passé qu'un drame allait bouleverser quelques heures plus tard. Le troisième carton était plus petit, fermé avec du ruban adhésif jauni. Cécile le trancha délicatement avec un cutter. À l'intérieur, elle trouva une enveloppe Kraft de format professionnel portant le tampon Philippe Deschamps, photographe, Reims. L'enveloppe contenait des dizaines de négatifs dans des pochettes en papier cristal et quelques tirages photographiques que Cécile ne reconnaissait pas de l'album officiel. Intriguée, elle examina les photos à la lumière de la lucarne du grenier. C'étaient des clichés du mariage, mais des moments moins formels, plus spontanés. Des invités riant autour d'une table, des enfants jouant sur la pelouse, l'orchestre en train de préparer ses instruments, des images qui n'avaient probablement pas été sélectionnées pour l'album principal parce qu'elles étaient techniquement imparfaites ou moins photogéniques. Et puis, au fond de la pile, Cécile tomba sur une photo qui attira immédiatement son attention. C'était un cliché pris de nuit, légèrement flou, probablement à cause d'un temps d'exposition trop long. On y voyait le jardin éclairé par les lampions, avec des silhouettes d'invités au premier plan. Mais ce n'était pas ce qui captait le regard. Au fond de l'image, près de la roseraie, dans une zone sombre que les lampions éclairaient à peine, on distinguait deux silhouettes. Cécile plissa les yeux. L'une des silhouettes portait une robe claire, qui semblait rose pâle même sur cette photo en noir et blanc. L'autre était un homme, impossible de distinguer clairement ses traits à cause de l'obscurité et du flou. Mais ce qui glaça Cécile, c'est que l'homme semblait avoir une main sur le bras de la femme, dans un geste qui ne paraissait pas amical. La posture de la femme suggérait qu'elle se reculait ou qu'elle était tirée. Cécile retourna la photo. Au dos, de l'écriture manuscrite du photographe, 22h35, jardin arrière, raté, flou de bouger. Le cœur de Cécile battait la chamade. 22h35, c'était exactement l'heure où Élise avait été vue pour la dernière fois près de la roseraie. Cette femme en robe rose, était-ce Élise? Et qui était cet homme? Sans réfléchir davantage, Cécile descendit précipitamment du grenier avec la photo. Elle appela immédiatement sa mère. Margot décrocha à la deuxième sonnerie. « Maman, j'ai trouvé quelque chose dans le grenier de grand-mère, une photo du mariage. Je crois que c'est Élise, et elle n'est pas seule. » Le silence au bout du fil dura plusieurs secondes. Puis, la voix de Margot, tremblante. « J'arrive. » 30 minutes plus tard, Margot était là. Ses mains tremblaient quand elle prit la photo. Ses yeux se remplirent de larmes.
C'est elle, murmura-t-elle. C'est bien elle. Je reconnais la broche en forme de rose sur sa robe. Et l'homme? Demanda Cécile doucement. Margot secoua la tête. Je ne sais pas. C'est trop flou. Mais il faut donner ça à la police. Immédiatement. Le dimanche 13 avril à 9 heures du matin, Margot et Cécile se présentèrent au commissariat central de Reims, place du Forum. Elles demandèrent à parler au commissaire Roussel. Malgré le week-end, Roussel fut contacté chez lui et arriva 1 heure plus tard. Quand il vit la photo, ses yeux s'écarquillèrent. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il, avec une intensité qui trahissait son excitation professionnelle. Cécile expliqua. Roussel examina la photo sous tous les angles, puis la retourna et lut l'annotation du photographe. « 22h35 » répéta-t-il. « C'est la dernière fois qu'elle a été vue vivante. » Il appela immédiatement un technicien spécialisé en analyse photographique. « Je veux que cette image soit numérisée et améliorée avec tous les moyens technologiques disponibles. Je veux voir le visage de cet homme. » La photo fut traitée dans un laboratoire spécialisé à Châlons-en-Champagne. Les techniques de 2003, bien plus avancées que celles de 1978, permettaient d'améliorer considérablement la qualité des images floues. Les techniciens travaillèrent tout le lundi et le mardi, utilisant des logiciels de traitement d'images pour augmenter le contraste, réduire le flou et isoler les détails. Le mercredi 16 avril, les résultats arrivèrent. L'image améliorée était loin d'être parfaite, mais elle révélait des détails cruciaux. L'homme était grand, les cheveux noirs légèrement longs selon la mode de l'époque. Il portait un costume sombre. Son profil, bien que toujours partiellement obscurci, montrait un visage aux traits marqués, avec un nez proéminent. Et surtout, on distinguait maintenant clairement qu'il tenait fermement le bras d'Élise et qu'elle essayait de se dégager. Roussel convoqua tous les témoins encore vivants du mariage de 1978. Il leur montra l'image améliorée. La plupart ne reconnurent personne. 25 ans avaient passé, l'image restait imparfaite, et beaucoup d'invités ne se connaissaient pas tous entre eux, mais une personne reconnut l'homme. Ce fut Julien Mercier, le collègue d'Antoine, qui était sorti fumer vers 22h30, et avait aperçu Élise de loin. Quand Roussel lui montra la photo améliorée, Mercier devint pâle. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Je crois que c'est Étienne. »« Étienne qui ?» demanda Roussel, son stylo déjà en position au-dessus de son carnet. « Étienne Valois. Il travaillait avec nous dans l'entreprise du père d'Antoine. Il était au mariage. Je me souviens de lui ce soir-là. » Le nom déclencha immédiatement des recherches. Étienne Valois, né le 14 juin 1949 à Épernay. En 1978, il avait 29 ans et travaillait comme responsable logistique dans l'entreprise de négoce de champagne des Garniers. Les archives du personnel confirmèrent qu'il avait été employé de 1975 à 1981. Roussel chercha à localiser Valois. Ce ne fut pas difficile. Étienne Valois vivait toujours dans la région, dans une petite maison à Épernay. Il était retraité depuis 2001, après avoir travaillé pendant 20 ans dans une autre entreprise vinicole, après avoir quitté les Garniers. Le jeudi 17 avril, à 6 heures du matin, une équipe de policiers se présenta au domicile d'Étienne Valois pour l'interpeller. L'homme, maintenant âgé de 53 ans, les cheveux grisonnants, le visage marqué par l'âge et une vie apparemment difficile, sembla d'abord surpris, puis résigné. « Je savais que ce jour viendrait », furent ses premiers mots. L'interrogatoire d'Étienne Valois débuta à 9h30, le jeudi 17 avril 2003, dans les locaux du commissariat central de Reims. Le commissaire Roussel dirigeait personnellement l'entretien, assisté du capitaine Sophie Laurent. La pièce était sobre, équipée d'une table en formica, de chaises métalliques inconfortables et d'un enregistreur numérique qui captait chaque mot. Valois s'assit lentement, ses mains posées à plat sur la table. Il ne demanda pas d'avocat. Quand Roussel lui rappela ses droits, il hocha simplement la tête et dit « Je vais tout vous raconter. Il est temps. » Le commissaire plaça la photographie améliorée devant lui. « C'est vous sur cette image, n'est-ce pas ?» Valois la regarda longuement.
et un sourire triste étira ses lèvres. « Oui, c'est moi, et c'est Élise. » Sa voix était rauque, fatiguée, comme celle d'un homme portant un fardeau depuis trop longtemps. « Racontez-nous ce qui s'est passé le 23 septembre 1978. » Valois prit une profonde inspiration. J'aimais Élise. Je l'avais rencontrée 6 mois avant le mariage, en mars de cette année-là. C'était lors d'un événement organisé par l'entreprise des Garnier. Antoine avait amené Margot, et Margot avait amené Élise. Dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle était spéciale, belle, intelligente, pleine de vie. J'ai essayé de lui parler ce soir-là, mais elle était entourée d'autres personnes. Les semaines suivantes, j'ai trouvé des occasions de la croiser, toujours par l'intermédiaire de Margot et Antoine. Il marqua une pause. Élise était gentille avec moi, mais je voyais bien que je ne l'intéressais pas de cette façon. Elle me considérait comme une simple connaissance. Moi, je devenais obsédé. Je pensais à elle constamment. J'avais 39 ans, déjà divorcé, sans enfant. Ma vie était un échec. Et voilà qu'apparaissait cette jeune femme lumineuse qui représentait tout ce que je n'avais jamais eu. Roussel l'encouragea à continuer d'un geste de la main. Le jour du mariage, je l'ai observée toute la soirée. Elle était radieuse dans sa robe rose. Elle dansait, elle riait, elle était vivante. Et moi, je restais dans mon coin, à boire trop de champagne, à la regarder. À un moment, j'ai décidé que je devais lui parler, lui dire ce que je ressentais. Je savais qu'elle partait pour Paris dans 1 semaine pour son stage. C'était ma dernière chance. Sa voix se brisa légèrement. Vers 22h30, je l'ai vue s'éloigner vers la roseraie. Elle était seule. Je l'ai suivie. Quand je me suis approché, elle m'a souri poliment et m'a demandé si j'appréciais la soirée. J'ai commencé à lui parler, à lui dire que je pensais beaucoup à elle, que je voudrais mieux la connaître. Elle est restée gentille, mais ferme. Elle m'a dit qu'elle était flattée, mais qu'elle ne me voyait pas de cette façon, qu'elle était concentrée sur ses études et son avenir. Valois ferma les yeux. J'aurais dû accepter ça et partir, mais le champagne, la frustration, le désespoir, quelque chose en moi a basculé. Je lui ai dit que je pouvais lui offrir une vie stable, que Paris était dangereux pour une jeune femme seule. Elle a commencé à s'éloigner, mal à l'aise. Je l'ai retenue par le bras. C'est à ce moment-là que le photographe a dû prendre cette photo sans même nous voir vraiment. « Que s'est-il passé ensuite ?» demanda Roussel, sa voix dure. Elle a essayé de se dégager. Je serrais trop fort. Elle m'a dit que je lui faisais mal, qu'elle allait appeler à l'aide. La panique m'a envahi. Si elle criait, tout le monde viendrait. Je serais humilié devant tous les invités, devant mes collègues, devant les Garnier. Je perdrais mon travail. Dans un réflexe stupide et terrible, j'ai mis ma main sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Valois ouvrit les yeux, des larmes y perlaient. Elle s'est débattue. J'ai resserré ma prise. Elle était petite, légère. Je ne réalisais pas que je l'étouffais. Quand elle est devenue molle dans mes bras, j'ai paniqué encore plus. Je l'ai allongée derrière les rosiers. Elle respirait encore, faiblement, mais elle était inconsciente. J'ai regardé autour de moi. Personne n'avait rien vu. La fête continuait. La musique couvrait tout. Le commissaire Laurent, jusqu'ici silencieuse, intervint. Vous auriez pu appeler les secours. Elle aurait pu être sauvée. Je sais, murmura Valois, mais j'étais terrifié. Je voyais ma vie détruite. J'ai pensé à la prison, au scandale, et puis dans ma tête embrouillée par l'alcool et la peur, j'ai eu une idée horrible. Je connaissais cette vieille propriété du père d'Antoine sur la route de Cormontreuil. J'y étais allé plusieurs fois pour l'entreprise, pour vérifier l'état du bâtiment, pour m'assurer que personne ne squattait l'endroit. Je savais qu'elle était abandonnée. Je savais qu'il y avait cette cave profonde. Roussel sentit la nausée monter. Vous l'avez emmenée là-bas. Ma voiture était garée dans la rue, juste devant le portail de la propriété des Garnier. Pendant que tout le monde était occupé à faire la fête, j'ai porté Élise jusqu'à ma voiture. Elle était toujours inconsciente. Je l'ai allongée sur la banquette arrière et j'ai mis une couverture sur elle. J'ai roulé jusqu'à la propriété de Cormontreuil. Il devait être 23 heures. « Elle était toujours en vie ?» demanda Roussel. Valois hocha la tête misérablement. « Oui. » Elle respirait, mais elle ne se réveillait pas. J'ai ouvert la porte de la propriété avec les clés que j'avais pour l'entreprise.
Je l'ai descendu dans la cave. Et là, dans cette cave humide et sombre, j'ai construit un mur de briques pour l'enfermer dans une petite alcôve. Il y avait du matériel de construction qui traînait depuis des années, des briques, du mortier sec. Le silence dans la salle d'interrogatoire était écrasant. Le capitaine Laurent détourna le regard, luttant contre l'horreur de ce qu'elle entendait. « Pourquoi ?» demanda Roussel, sa voix à peine audible. « Pourquoi l'enfermer? Pourquoi ne pas simplement... Si vous vouliez qu'elle meure, pourquoi cette cruauté? Parce que je ne voulais pas qu'elle meure, répondit Valois, et maintenant il pleurait ouvertement. C'est insensé, je le sais. Mais dans mon esprit dérangé, je pensais qu'elle se réveillerait, qu'elle comprendrait qu'elle était prisonnière, qu'elle dépendait de moi. Je pensais revenir le lendemain avec de l'eau, de la nourriture. Je pensais, je ne sais pas ce que je pensais, que je pourrais la garder là, qu'elle finirait par m'aimer, par comprendre que je voulais juste prendre soin d'elle. « Vous êtes retourné le lendemain ?» demanda Laurent. « Non. » Le mot tomba comme une pierre. Quand je suis rentré chez moi cette nuit-là, vers 1 heure du matin, la réalité de ce que j'avais fait a commencé à me frapper. J'ai passé le dimanche dans un état second. Le lundi, les recherches battaient leur plein. La police interrogeait tout le monde. J'ai réalisé que si je retournais à la propriété et qu'on me voyait, je serais immédiatement suspect. J'ai eu peur, une peur paralysante. Alors, je n'y suis pas allé. « Vous l'avez laissé mourir seul dans le noir », dit Roussel, sa voix chargée de dégoût. « Oui. » Valois pleurait maintenant sans retenue. Chaque jour, chaque semaine, chaque année, j'y ai pensé. Je me disais que peut-être, miraculeusement, elle avait survécu, qu'elle avait réussi à s'échapper. Mais je savais la vérité. Je l'avais tuée. Pas d'un coup brutal, mais lentement, cruellement, par lâcheté. « Pourquoi ne pas vous être dénoncé ?» demanda Laurent. La peur, la honte. Et puis, avec le temps, je me suis convaincu qu'il valait mieux laisser le mystère en place plutôt que d'infliger à sa famille l'horrible vérité. C'était égoïste, je le sais. Mais je me mentais à moi-même, jour après jour. J'ai démissionné de l'entreprise des Garnier en 1981. Je ne supportais plus de voir Antoine, de me souvenir. J'ai essayé de construire une nouvelle vie ailleurs. Mais on ne peut pas échapper à quelque chose comme ça. C'est comme un cancer qui vous dévore de l'intérieur. Roussel le regarda longuement. « Vous avez détruit plusieurs vies ce soir-là, celle d'Élise, évidemment, mais aussi celle de ses parents, de son frère, de ses amis. Pendant 25 ans, ils ont vécu dans l'ignorance, avec l'espoir terrible et vain qu'elle était peut-être quelque part, vivante. « Je sais, » murmura Valois, « je le sais. » L'interrogatoire continua pendant plusieurs heures. Valois donna tous les détails, y compris comment il avait discrètement rendu les clés de la propriété à l'entreprise 2 semaines après les faits, prétextant qu'il les avait retrouvés dans ses affaires. Les enquêteurs vérifièrent chaque élément de sa confession. Tout correspondait, le timing, les lieux, les moyens. La reconstitution des faits fut organisée 3 jours plus tard. Valois guida les policiers à travers chaque étape de cette nuit horrible. Le plus terrible fut lorsque le médecin légiste confirma, après analyse approfondie des restes, qu'Élise avait probablement survécu plusieurs jours dans cette cave. Des traces suggéraient qu'elle avait essayé de gratter le mur, de s'échapper. Elle était morte de déshydratation et de faim, seule dans le noir, terrifiée, ne comprenant pas pourquoi personne ne venait la sauver. Le procès d'Étienne Valois débuta en janvier 2004 devant la cour d'assises de la Marne. L'affaire avait suscité une attention médiatique considérable. La salle d'audience était bondée chaque jour, avec des journalistes venus de toute la France. La famille Beaumont était présente à chaque session. Henri Beaumont, maintenant âgé de 74 ans, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. Simone, à ses côtés, gardait un visage de marbre, ses mains agrippant celles de son mari. Laurent était assis derrière eux, le regard fixé sur l'accusé avec une intensité qui faisait froid dans le dos. Margot et Antoine Garnier assistèrent également au procès, accompagnés de Cécile. Le sentiment de culpabilité qui les habitait était palpable. Si seulement ils avaient mieux surveillé les invités. Si seulement ils avaient remarqué qu'Étienne Valois s'éclipsait. Si seulement la photo avait été développée et examinée à l'époque,
La défense de Valois ne chercha pas à nier les faits. Son avocat plaida l'absence de préméditation, l'état d'ébriété et surtout, il insista sur le fait que Valois n'avait pas eu l'intention initiale de tuer Élise. C'était, selon lui, une série de décisions catastrophiques prises dans la panique, aggravées par la lâcheté. Le procureur, Catherine Dumont, fut implacable. Elle démontra que même si le geste initial n'était pas prémédité, l'acte d'emmurer Élise vivante constituait un acte réfléchi, cruel et inexcusable. Cet homme a fait le choix, pendant des heures, de construire un mur brique par brique, sachant qu'il emprisonnait une jeune femme innocente. Il a eu tout le temps de changer d'avis, d'appeler les secours. Il ne l'a pas fait. Pire encore, il l'a abandonnée à une mort lente et terrifiante. Les témoignages furent déchirants. Laurent Beaumont prit la parole, sa voix brisée par l'émotion. Ma sœur avait toute la vie devant elle. Elle voulait devenir éditrice. Elle voulait découvrir le monde, lire des milliers de livres, peut-être écrire le sien. Cet homme lui a volé tout ça. Mais plus encore, il l'a condamnée à une mort que personne ne mérite. Elle est morte seule, dans le noir, en ayant peur, en ne comprenant pas pourquoi. Cette pensée me hante chaque nuit. Margot témoigna également, expliquant combien Élise était importante pour elle, combien elle s'en voulait de ne pas avoir remarqué qu'elle était en danger ce soir-là. Elle était ma meilleure amie depuis l'enfance. Elle devait être la marraine de mes enfants. À la place, mon mariage est devenu synonyme de tragédie. Chaque anniversaire de mariage me rappelle non pas le bonheur de ce jour, mais l'horreur de ce qui s'est passé. Les experts psychiatriques qui avaient examiné Valois présentèrent leurs conclusions. L'accusé souffrait d'un trouble de la personnalité, mêlant traits narcissiques et obsessionnels. Cependant, il était pleinement responsable de ses actes. Il comprenait la différence entre le bien et le mal, et avait fait des choix conscients à chaque étape. Le moment le plus bouleversant du procès fut lorsque le médecin légiste expliqua en détail ce qu'avait vécu Élise durant ces derniers jours. Il décrivit, avec une précision clinique mais non dénuée d'humanité, comment la déshydratation affecte le corps, comment la faim tenaille, comment la peur et le désespoir s'installent. Plusieurs personnes dans la salle fondirent en larmes. Valois lui-même baissa la tête, incapable de supporter ces révélations. Le verdict tomba le 15 mars 2004. Le jury déclara Étienne Valois coupable de séquestration ayant entraîné la mort, avec circonstances aggravantes. La peine, 25 ans de réclusion criminelle. En entendant le verdict, Valois ne réagit pas. Il savait qu'aucune peine ne pourrait effacer ce qu'il avait fait. Pour la famille Beaumont, le verdict apportait une forme de justice, mais pas de véritable soulagement. Henri confiera plus tard à un journaliste « Savoir ce qui s'est passé est à la fois un soulagement et une torture. Pendant 25 ans, nous avons imaginé toutes sortes de scénarios. La réalité est pire que tout ce que nous aurions pu imaginer. » Simone Beaumont ne parla jamais publiquement après le procès. Elle se retira dans un silence digne, refusant les interviews, préférant garder ses souvenirs d'Élise telle qu'elle était, joyeuse, pleine de vie, débordante de rêves. Laurent consacra les années suivantes à militer pour l'amélioration des procédures d'enquête dans les cas de disparition. Il créa une association en mémoire de sa sœur, visant à soutenir les familles de personnes disparues et à sensibiliser le public à ces drames. Élise ne peut plus réaliser ses rêves, disait-il souvent, mais son histoire peut au moins servir à aider d'autres familles. Margot et Antoine vendèrent la propriété avenue Jean Jaurès. Trop de souvenirs douloureux y étaient attachés. Ils s'installèrent dans une ville voisine, cherchant un nouveau départ, tout en sachant qu'ils porteraient toujours le poids de cette nuit. Cécile Garnier, qui avait découvert la photo cruciale, termina ses études et devint conservatrice de musée. Elle donna plusieurs conférences sur l'importance des archives photographiques dans la résolution d'enquêtes criminelles. La photo floue qui avait dormi 25 ans dans un grenier était devenue un élément déterminant pour résoudre l'une des disparitions les plus troublantes de la région. Philippe Deschamps, le photographe aujourd'hui âgé de 78 ans, fut interrogé sur pourquoi cette photo n'avait pas été développée à l'époque.
Il expliqua qu'après la disparition d'Élise, les Garnier lui avaient demandé de ne développer que les meilleures photos pour l'album officiel, évitant tout cliché qui rappellerait trop douloureusement cette soirée. La photo floue du jardin arrière avait été mise de côté comme techniquement ratée, et tout le monde l'avait oubliée. Les implications de cette affaire résonnèrent longtemps dans la région de Reims. Elles rappelaient combien il était important de ne jamais abandonner une enquête, combien des détails apparemment insignifiants pouvaient devenir cruciaux des années plus tard, et combien les avancées technologiques pouvaient apporter de nouvelles perspectives sur de vieux mystères. Pour ceux qui avaient connu Élise, le souvenir de sa joie de vivre resta intact malgré l'horreur de sa fin. Ses anciens camarades de l'université organisèrent une cérémonie commémorative en juin 2004, plantant un arbre dans le campus, en sa mémoire avec une plaque portant l'inscription « Élise Beaumont, 1959-1978 ». Étudiante en lettres, amie fidèle, rêveuse d'histoire, ta lumière continue de briller. La petite maison d'édition parisienne qui devait l'accueillir en stage créa également une bourse d'études portant son nom, destinée à soutenir de jeunes étudiants en littérature issus de milieux modestes, permettant ainsi que les rêves d'Élise vivent à travers d'autres. Henri Beaumont décéda en 2006, à 76 ans. Jusqu'à la fin, il garda dans son portefeuille la dernière photo d'Élise prise le matin du 23 septembre 1978, avant qu'elle ne parte aider Margot à se préparer. Sur cette photo, elle souriait à l'objectif, ses yeux verts brillants d'excitation pour la journée à venir. C'est cette Élise-là qu'il voulait se rappeler. Simone le rejoignit en 2009. Laurent continua son travail de mémoire et de soutien aux familles de disparus jusqu'à sa propre mort en 2018. Son association continue d'exister aujourd'hui, portée par des bénévoles qui perpétuent la mission qu'il avait commencée en mémoire de sa petite sœur. L'histoire d'Élise Beaumont est devenue un cas d'école dans les académies de police françaises. On l'étudie pour comprendre l'importance de conserver toutes les preuves, même celles qui semblent insignifiantes, et pour illustrer comment les nouvelles technologies peuvent éclairer des affaires anciennes. La photographie qui avait dormi 25 ans dans un grenier avant de révéler son secret terrible est maintenant un exemple parfait de l'importance des archives dans le travail d'investigation. Au-delà des aspects criminologiques et judiciaires, l'affaire soulève des questions troublantes sur la nature humaine. Comment un homme apparemment ordinaire, un employé consciencieux, un voisin discret, peut-il commettre un acte d'une telle cruauté ? Qu'est-ce qui bascule dans l'esprit d'une personne pour transformer un désir non partagé en obsession, puis en crime? Et comment les conséquences d'une seule nuit peuvent-elles se répercuter pendant des décennies, touchant des dizaines de vies? La propriété sur la route de Cormontreuil, où Élise a vécu ses derniers moments, fut finalement démolie en 2005. Le promoteur immobilier avait renoncé à son projet après la découverte macabre. Le terrain resta vide pendant plusieurs années avant d'être racheté par la municipalité qui y créa un petit square. Sans plaque commémorative explicite, c'est néanmoins devenu un lieu de recueillement informel pour ceux qui se souviennent de l'histoire d'Élise. Étienne Valois purge actuellement sa peine dans une prison du nord de la France. Il a maintenant 74 ans. Selon les rapports pénitentiaires, il passe le plus clair de son temps à lire et à écrire. Il aurait rédigé un long manuscrit, non pas pour justifier ses actes, mais pour tenter de comprendre comment il en est arrivé là. Ce manuscrit ne sera jamais publié, mais il existe, quelque part dans un dossier administratif, témoignage pathétique d'un homme essayant vainement de donner un sens à l'insensé. Cette histoire nous rappelle que derrière chaque disparition se cache un être humain avec des rêves, des espoirs, une famille qui l'aime. Elle nous montre aussi que la vérité, même terrible, est préférable au tourment de l'incertitude. Le courage de Cécile Garnier de ne pas ignorer une simple photographie floue a permis à une famille de finally avoir des réponses après 25 ans d'attente. Avez-vous remarqué les signes tout au long de cette histoire ? Le comportement d'Étienne Valois lors de la soirée, son départ de l'entreprise peu après, la connexion entre la propriété et la famille du marié.
Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette investigation approfondie vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères résolus après des années d'attente. N'oubliez jamais, chaque détail compte et il n'est jamais trop tard pour la vérité.